Alors, ravi de m'entretenir avec vous. Dans un environnement national et international où de nouvelles voix critiques s'élèvent, peut-on et doit-on encore être une entreprise durable en 2025 ? Alors la réponse simple, c'est plus que jamais. La réponse plus complexe, d'abord, et pourquoi ? C'est quoi une entreprise durable ? Parce que je pense qu'il faut revenir un peu sur les fondamentaux. Une entreprise durable, c'est une entreprise qui arrive à conjuguer sa performance financière de court terme avec les dividendes environnementaux, sociétaux et financiers de long terme. Donc c'est une équation toujours un peu compliquée. Mais dans la durabilité, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la durabilité financière. Une entreprise qui ne créerait que des dividendes sociétaux et environnementaux, mais perdrait de l'argent, serait morte. Voilà. Donc elle n'est pas durable. Donc il ne faut pas opposer ces dimensions parce que la compétitivité et la performance financière d'une entreprise est consubstantielle de sa capacité à être une entreprise durable au sens large du terme. C'est pour ça qu'il faut l'entendre dans ce sens, et c'est pour ça que je dis plus que jamais. Alors évidemment, et on l'a entendu dans les tables rondes précédentes, notamment au niveau de l'Union européenne, mais c'est un peu partout, il y a des vents contraires. Mais les vents contraires naissent de tensions, il y a moins de pression, c'est vrai, sociale aujourd'hui, peut-être moins de pression politique sur les entreprises. Mais l'enjeu pour les entreprises est bien plus que cela. La responsabilité finalement des actionnaires et des chefs d'entreprise est de continuer à aller dans la même direction. Il en va de la survie de ces entreprises à 20 ans. Comment être une entreprise résiliente dans un monde où finalement un tissu social devient très compliqué à gérer, un accès à la main-d'œuvre très très compliqué à gérer, et résister à ces crises finalement de plus en plus fréquentes d'événements climatiques, d'événements sociaux, d'événements sécuritaires. Donc on peut faire une longue liste de sujets pour les 20 à 30 années à venir. Ça peut pour être pessimiste, mais on va vivre avec quand même beaucoup de chaos pendant un certain moment. Donc il faut pouvoir vivre et il faut pouvoir accéder à ces marchés de façon très résiliente. Et j'ai une question que je pense beaucoup d'entreprises se posent. Peut-on garder un équilibre budgétaire et investir dans l'adaptation au changement climatique ? Alors l'adaptation, au-delà de la mitigation qui est un cran plus loin, malheureusement, la nécessité d'y investir est de plus en plus importante parce qu'on a mis tellement de temps à investir dans le changement climatique, on en arrive un peu à l'extrême aujourd'hui, mais c'est un enjeu qui se conçoit au-delà de l'entreprise. C'est quand même un enjeu de société aujourd'hui, du fait justement d'un risque et d'une rentabilité de dividendes finalement de cet investissement dans l'adaptation relativement lointain. L'interaction publique-privée est essentielle pour financer et investir dans l'adaptation. Et pour prendre des exemples très concrets, les plus faciles sont ceux du monde assurantiel. Si aujourd'hui les assureurs sont prêts dans la prévention et dans l'investissement, notamment dans les infrastructures qui protègent les biens immobiliers ou les villes de leurs assurés, c'est parce que ça leur coûtera moins cher dans la durée, parce qu'on voit bien que chaque événement climatique un peu extrême ou même pas coûte une fortune à nos assureurs. Et la discussion de la réassurance pour les événements climatiques extrêmes par l'État et son financement se pose tous les jours. Donc il y a aussi une évolution dans ce sujet d'adaptation qui va bien au-delà. Il y a au sujet et ça je parle plus pour la France, hein, notre perception du risque. Le zéro risque est-il possible ? L'État peut-il tout ? Et tout ça, c'est non.
hein. Et donc, on a quand même une culture à changer pour gérer l'adaptation, et ça va évidemment au sein des entreprises, mais ça va avec toute la population, avec l'appareil d'État, pour comprendre que finalement, nul ne peut tout, compte tenu de l'extrême ampleur des conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui pour vraiment avancer. J'ai envie qu'on termine sur une question sur la jeunesse, puisque c'est essentiel. Quelle place pour la jeunesse dans le parcours vers la durabilité, et en particulier dans les entreprises polluantes? C'est ma première question. Et plus généralement, pourquoi et comment gagner en compétences au service de la durabilité? Thèse, antithèse, synthèse, vous avez 4 minutes. Alors la table ronde précédente a presque tout dit. Ah ben voilà. La jeunesse qui veut s'engager finalement dans la transition, elle doit s'engager dans les entreprises polluantes. C'est-à-dire s'engager dans la transition, c'est pas faire des ukulélés dans des gros pipis, c'est s'engager pour trouver des solutions et pour agir. Bon, aujourd'hui, on n'a plus le choix d'un débat interminable pour, contre, est-ce que Total c'est une mauvaise entreprise ou pas? Non, Total c'est une entreprise qui joue son rôle aujourd'hui. D'ailleurs, le pétrole, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi une énergie de transition. Mais par contre, si on veut transformer Total, il faut y aller. Il ne faut pas juste brandir des panneaux à la sortie de promotion de l'X. Et donc ça, il faut être pragmatique. Et pour ça, les jeunes ont besoin des formations dont on vient de discuter. Je pense que les formations scientifiques sont essentielles comme base pour tous les métiers qui vont contribuer à cette transition et qui vont permettre la transformation des entreprises. Donc moi aussi, je milite pour qu'il y ait plus de filles qui fassent des maths, pour qu'il y ait plus de maths au lycée, qu'on arrête de les enlever, pour que les écoles d'ingénieurs et celles qui ont des formations scientifiques recrutent plus. Et les jeunes, je les invite à plutôt rejoindre ces formations qui leur permettront finalement d'avoir une vision et être capable d'agir. Parce que c'est ça le sujet. L'éco-anxiété des jeunes vient du fait de voir un mur et de se dire on va mourir demain et nos parents, les boomers, s'en foutent. Mais c'est pas vrai. Ils ont une capacité d'agir, mais elle passe par la formation dans des filières scientifiques qui peuvent contribuer. Et puis les filières scientifiques, ça amène aussi à la finance. Donc je parle au sens large, il faut savoir bien compter et normalement on arrive à peu près dans toutes les filières. Merci Thierry. Le pouvoir de la formation